Reconnais-tu cet astre majestueux? La deuxième plus grande planète à partir du Soleil. En effet, une géante gazeuse à l'aspect brumeux jaune-brun, c'est bien ça. 7 anneaux énormes et intimidants, tout à fait. Tu l'as compris, il ne peut s'agir que de Saturne. Et récemment, le télescope spatial Hubble a fait une découverte étonnante. Apparemment, les anneaux de la planète exerceraient sur elle une force depuis longtemps. Une nouvelle étude a révélé que ces anneaux emblématiques réchauffaient la haute atmosphère de Saturne. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs de la NASA affirment qu'il s'agit là d'un phénomène que le monde scientifique n'a jamais observé ailleurs dans notre système solaire. Ce secret s'est trouvé juste sous notre nez pendant 40 ans, et ce n'est qu'après avoir exploité les relevés de la planète transmis par le télescope spatial Hubble, la sonde Cassini, désormais à la retraite, et les engins spatiaux Voyager 1 et 2, que les astronomes l'ont mis au jour. Cette interaction inattendue entre la géante gazeuse et ses anneaux pourrait devenir un outil permettant de prédire quelles planètes des autres systèmes stellaires possèdent également de magnifiques systèmes d'anneaux semblables à ceux de Saturne. Alors, comment s'est-il avéré que la planète géante était en train d'être lentement cuite par ses propres anneaux? L'indice caractéristique est un excès de rayonnement ultraviolet. Il s'agit d'une raie spectrale d'hydrogène réchauffée dans l'atmosphère de la géante gazeuse. L'augmentation du rayonnement ne peut que signifier que quelque chose irradie la haute atmosphère depuis l'extérieur. On ne sait pas encore très bien comment ce processus se produit, mais l'explication la plus probable est que des particules d'anneaux glacés pleuvent sur Saturne et provoquent ce réchauffement. Mais il pourrait aussi s'agir de l'impact de minuscules météorites ou des particules du vent solaire. Le réchauffement pourrait être causé par le rayonnement solaire ultraviolet ou par des forces électromagnétiques charriant des poussières chargées électriquement. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a terminé sa mission et plongé dans l'atmosphère de Saturne, elle a eu le temps d'en mesurer les composants atmosphériques. Il s'est avéré que de nombreuses particules tombaient effectivement des anneaux. Mais dans tous les CA, ce processus de chauffe se produit grâce à l'influence du champ gravitationnel de la géante gazeuse. Les astronomes avaient quoi à connaissance de la lente désintégration des anneaux de Saturne. Mais comment ce processus affecte-t-il la planète? Cela mérite qu'on se penche sur la question. Bien, te souviens-tu de la sonde Cassini de la NASA dont on a parlé précédemment? Pendant plus d'une décennie, elle a étudié Saturne, partageant des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes glacées. Elle nous a fait découvrir des mondes époustouflants où les rivières de méthane se transformaient en mers d'hydrocarbures, et où des jets de gaz et de glace projetaient des matériaux dans tout l'espace. Quoi qu'il en soit, cette même Cassini a également étudié la magnétosphère de Saturne. En effet, les forces qui agissent dans les profondeurs de la planète produisent une énorme bulle magnétique autour de celle-ci. Cette bulle est ce que l'on appelle la magnétosphère. Malheureusement, les astronomes disposent encore de très peu d'informations au sujet de ce phénomène typique de Saturne, car les champs magnétiques sont invisibles et évidemment plus simples à étudier de l'intérieur. Imagine la situation suivante. Des flux de particules chargées d'électricité en provenance du Soleil, il s'agit du vent solaire, se répandent dans le système à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Soudain, quelque chose apparaît sur leur chemin. C'est le champ magnétique de Saturne. Il protège la planète en repoussant les particules solaires. Par conséquent, les forces magnétiques du Soleil font rage à l'extérieur de la magnétosphère de Saturne, tandis qu'à l'intérieur de la bulle protectrice de la géante gazeuse, ce sont ses propres forces magnétiques qui dominent. Notre planète possède également un champ magnétique, mais sa magnétosphère est beaucoup plus petite. Et pourtant, elle nous protège efficacement des particules nocives provenant du Soleil et de l'espace. Même si Saturne est protégé par sa magnétosphère, le Soleil parvient toujours à lui causer du souci. Les vents énergétiques de notre étoile balayent la géante gazeuse, provoquant d'immenses aurores. Mais contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont observables que dans la lumière ultraviolette. En d'autres termes, elles sont invisibles depuis la surface terrestre. On ne peut les voir que si l'on voyage dans l'espace. Mais apparemment, il existerait différents types d'aurores sur la géante gazeuse. Par exemple, un autre type est provoqué par les particules chargées provenant des éruptions volcaniques qui se produisent sur les nombreuses lunes de la planète. Enfin, certaines aurores de Saturne pourraient être causées par des vents puissants qui tourbillonnent dans son atmosphère. Ces vents soufflent dans l'ionosphère, une région située en dessous de la magnétosphère.
Ce même vent pourrait être responsable de la vitesse de rotation variable de la planète. Ce phénomène fait qu'il est difficile pour les scientifiques de déterminer la durée d'une journée sur la planète aux anneaux. En parlant de vent, Saturne possède un mystérieux vortex qui tourbillonne au-dessus du pôle sud de la planète. L'ensemble ressemble à une énorme tempête de type ouragan sur Terre, mais son œil mesure à lui seul près de 4000 km de diamètre. À titre de comparaison, l'œil d'un ouragan terrestre typique ne mesure que 3 à 5 km de large. Ce qui déroute les astronomes, c'est que le phénomène s'apparente à un ouragan, mais ne se comporte pas comme tel. Il est stationnaire et continue de tourner au-dessus de la même zone du pôle sud. Et alors que les tourbillons polaires sur Terre ont des noyaux froids, celui de Saturne paraît chaud. Et maintenant, prépare-toi à une autre surprise que Saturne nous a préparée. Sur une image envoyée à la Terre par le télescope spatial Hubble, on peut voir 2 taches sombres sur le côté gauche des anneaux de la planète. Ces taches sont surnommées des spokes. Certains les ont comparées à des rayons de bicyclette. L'ombre et la forme des spokes varient. Ils peuvent sembler sombres ou clairs, cela dépend de l'angle et de l'éclairage. Parfois, ils peuvent même ressembler à des taches plutôt qu'à une forme classique de rayon radial. Ils ne durent pas non plus très longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du 6 mai 2025. C'est à cette date que se produira l'équinoxe d'automne sur Saturne. À l'échelle terrestre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur de la planète et où le jour et la nuit atteignent leur durée moyenne. Mais sur Saturne, c'est un peu différent. Comme notre planète, Saturne est inclinée sur son axe. C'est pourquoi elle connaît 4 saisons. Mais comme l'orbite de la géante gazeuse est beaucoup plus grande, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. Cet équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont orientés vers le Soleil. Mais quelle est la cause de ces spokes? Les astronomes pensent qu'il s'agit du champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Comme nous le savons déjà, sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales. Et si nous parlons de Saturne, les plus petites particules d'un anneau glacé peuvent également être chargées. Et cela fait probablement léviter temporairement ces particules au-dessus des plus gros débris qui composent ces anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été repérés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA. Cela s'est passé au début des années 1980. À l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Après tout, Voyager 2 n'a fait que passer à côté de la planète et a poursuivi sa route. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces spokes, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer les anneaux de Saturne de loin. C'est là qu'intervient Hubble. Le dernier équinoxe sur Saturne a eu lieu en 2009. C'est à cette époque que la sonde spatiale Cassini orbitait autour de la géante gazeuse. Elle a envoyé de nombreuses images étonnantes à la Terre et elle a réussi à prouver assez rapidement que les spokes n'étaient pas dus à une quelconque interaction gravitationnelle avec Saturne. Pas plus qu'à l'influence des lunes et des petits satellites de la géante gazeuse qui jalonnent les anneaux de la planète. Dès 2005, Cassini a été en mesure de confirmer que les spokes étaient liés au champ magnétique de Saturne. Et même si cette mission s'est achevée en 2017, aujourd'hui encore, Hubble continue sa surveillance à long terme des changements à la surface et autour de Saturne. En dépit de toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours prédire ni le début ni la durée de vie de ces spokes. Fort heureusement, les anneaux proéminents de Saturne constituent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. En effet, même si les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi facilement observables. Et les scientifiques ne savent pas s'il se trouve également des spokes sur ces planètes. Pourquoi aimons-nous tant Saturne? Parce que nous trouvons ces anneaux merveilleux. Grâce à eux, cette planète se démarque dans le système solaire. Les principaux anneaux ont un diamètre de 270 000 km, mais leur épaisseur ne dépasse pas les 100 mètres. L'anneau le plus lent et le plus excentré tourne à environ 16,4 km par seconde. La planète tourne plus rapidement que ça sur elle-même. Mais sais-tu que Saturne est resté dépourvu d'anneaux pendant la majeure partie de son histoire? Nous allons découvrir les origines de leur formation.
Grâce à la dernière visite de la sonde Cassini, les chercheurs ont pu estimer la masse de ces anneaux, 15 millions de milliards de tonnes. En outre, ils ont pu déterminer que les anneaux avaient entre 10 et 100 millions d'années, donc qu'ils sont bien plus jeunes que la planète elle-même. Ces anneaux ne forment une masse solide qu'en apparence. Ils sont en réalité constitués de milliards de morceaux de roche et de glace. Certains font la taille d'un grain de riz, d'autres sont aussi gros qu'une maison ou même qu'une montagne. Les morceaux de glace et de roche les plus proches de la planète filent à une vitesse d'environ 83 000 km/h et de mystérieux rayons traversent ces anneaux. Ils semblent se former et se disperser en quelques heures seulement. Il se peut que ces rayons soient constitués de minuscules particules formant des plaques chargées d'électricité, résultat de l'impact de petits météores. Ou peut-être s'agit-il en fait de faisceaux d'électrons provenant de la foudre de Saturne. Selon une théorie, les anneaux de Saturne sont des résidus qui auraient dû former une lune en s'agrégeant, mais ne l'ont tout simplement pas fait. Selon une autre théorie, ils proviendraient de Theia, une planète de la taille de Mars qui est entrée en collision avec la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Les parties les plus légères de la croûte ont été projetées dans l'espace au moment de l'impact, tandis que le noyau, plus dense, n'a pas bougé. Mais dans le cas de Saturne, tous ces débris n'ont pas fini par former une lune. Ils ont formé ces anneaux qui rendent cette planète si reconnaissable. Selon une autre théorie, les anneaux se seraient formés à partir de la poussière et des débris d'une lune détruite lors d'une immense collision, peut-être avec un astéroïde ou une comète. Ou peut-être que les anneaux sont là parce qu'un jour, une lune s'est désagrégée en raison des forces gravitationnelles de la planète elle-même. Si ces anneaux s'étaient formés dès la naissance de Saturne, ils auraient eu plus de 4 milliards d'années pour accumuler davantage de débris et de poussière provenant de collisions de micrométéorites. Mais ils sont en fait principalement constitués de glace d'eau, pas de poussière, ce qui signifie qu'ils sont plus jeunes que nous ne le pensions. Et les caractéristiques de ce système d'anneaux nous informent également sur l'intérieur de la planète elle-même. Il semblerait que son noyau ait une consistance boueuse. Plus on se rapproche du noyau de la planète, plus l'hélium et l'hydrogène qui la composent se mêlent à la roche et à la glace. On observe un phénomène similaire dans nos océans. Plus tu descends en profondeur, plus le niveau de salinité augmente. Mais ces anneaux pourraient disparaître dans un avenir lointain. Les anneaux sont plus répandus qu'on ne le pense. Jupiter, Uranus et Neptune possèdent tous leur propre système d'anneaux, mais ils sont différents sur chaque planète. Saturne a sans aucun doute les anneaux les plus spectaculaires, c'est vrai. Les autres planètes sont principalement entourées de poussière et de particules rocheuses. Mais il n'y a pas que les planètes. D'autres types de corps spatiaux peuvent posséder des anneaux. Par exemple, l'astéroïde Chariklo. Mais il semble que ce phénomène soit propre aux géantes gazeuses de notre système solaire. En effet, les planètes rocheuses ou terrestres n'ont pas d'anneaux. Et ce serait, selon une théorie, parce que les planètes gazeuses situées dans la zone la plus reculée du système solaire protègent les planètes rocheuses situées, elles, dans la région intérieure de ce même système. D'innombrables collisions auraient formé ces anneaux autour de ces planètes. Ou alors, c'est parce que les géantes gazeuses sont beaucoup plus grosses et que leur énorme volume leur permet d'avoir un système d'anneaux qui peut rester stable. Et si la Terre avait aussi eu des anneaux dans le passé, peut-être à l'époque de la grande collision, au moment de la formation de notre Lune. Mais passons maintenant à quelque chose de vraiment cool au sujet de notre système solaire. Pluton, une minuscule planète naine située à la périphérie de notre système solaire, nous la considérions jadis comme une planète à part entière, possède une atmosphère assez bizarre. Personne ne s'attendait à observer une brume si élevée à 1600 km de hauteur. Cela veut dire qu'elle s'élève plus haut que ne le fait l'atmosphère de notre propre planète. Et l'atmosphère de Pluton est constituée d'environ 20 couches. Elles sont plus denses et beaucoup plus froides que ce que les scientifiques avaient prévu. Des tonnes d'azote gazeux s'échappent de Pluton à chaque heure. Mais la planète naine parvient toujours à recréer de nouvelles réserves d'azote malgré ses pertes. Selon une théorie, c'est son activité géologique qui produirait ce gaz. Notre Lune est plutôt paisible, mais on ne peut pas en dire autant d'Io, l'une des lunes de Jupiter. Celle-ci possède des centaines de volcans. C'est la Lune avec la plus grande activité volcanique de notre système solaire. Io envoie des panaches de soufre à une hauteur incroyable de 300 km, bien au-delà de son atmosphère. Ces volcans émettent de nombreuses particules et divers gaz dans l'espace, juste à côté de Jupiter, et ce, à chaque seconde.
Ces activités éruptives sont dues aux puissantes forces gravitationnelles ainsi qu'à l'immense champ magnétique de Jupiter. Les entrailles d'Io se compriment et se dilatent en permanence, selon la distance de Jupiter. Et c'est cette constante activité qui la rend si éruptive. Et puisqu'on parle de volcans, savais-tu que Mars en possède un qui est plus grand que l'État d'Hawaï tout entier? Au premier abord, on penserait qu'il s'agit d'une planète, tout ce qu'il y a de plus paisible. Mais autrefois, il y avait d'énormes volcans sur toute sa surface. Et parmi eux, il y avait le célèbre Olympus Mons, le plus grand volcan jamais découvert dans notre système solaire. Il mesure 602 km de diamètre, ce qui est à peu près la taille de l'Arizona. Olympus Mons fait 25 km de haut, soit 3 fois la hauteur de notre plus haute montagne, le mont Everest. Et par son volume, ce volcan est 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. Si Mars possède de si grands volcans, c'est parce que sa gravité est beaucoup plus faible que celle de notre planète. En outre, la croûte terrestre bouge constamment, contrairement à la croûte martienne. Sais-tu comment les îles hawaïennes se sont formées? Une zone extrêmement chaude dans le manteau a créé une chaîne de volcans dans la croûte située juste au-dessus d'elle. Un volcan martien peut prendre de telles proportions car sa surface ne bouge pas. Un volcan peut donc y grandir en toute tranquillité et pendant très longtemps. Miranda est l'une des lunes les plus étranges de notre système solaire. C'est une lune pleine d'ombre qui orbite autour d'Uranus et qui possède de nombreux cratères, de hautes crêtes et autres perturbations à sa surface. Habituellement, ce type de relief indique qu'une certaine zone a connu une grande activité volcanique, mais ce n'est pas le cas de Miranda. De plus, cette lune est bien trop petite pour qu'il y ait une quelconque activité tectonique, un autre phénomène à l'origine de ce type de relief. Selon une théorie, c'est la force gravitationnelle d'Uranus qui aurait pu causer toutes ces bosses à la surface de Miranda. Il nous faudra envoyer une autre sonde afin de découvrir ce qui s'est réellement passé là-bas. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. 97% des atomes qui nous constituent possèdent la même origine que la matière dont se compose notre galaxie. On parle d'éléments constitutifs pour désigner les composants essentiels à la vie sur Terre. Les étoiles possèdent elles aussi ces éléments, mais dans des proportions différentes. Par exemple, notre masse contient 65% d'oxygène, alors que les éléments que nous mesurons dans l'espace, comme les spectres des étoiles, contiennent moins d'1% d'oxygène. Mercure est déjà la plus petite planète de notre système solaire, j'exclus ici certains autres corps, par exemple la planète naine Pluton, et il semble qu'elle ne cesse de rétrécir. C'est la deuxième planète la plus dense après la Terre, mais elle se densifie encore à mesure que le temps passe. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire à avoir des activités tectoniques. Mais maintenant, nous savons que Mercure est elle aussi active sur ce plan. La sonde Messenger a réussi à cartographier toute la planète. Les scientifiques se sont rendus compte qu'elle était couverte de failles aux allures de falaises, un relief vraiment accidenté, mais encore assez peu développé, ce qui leur fait penser que tout ça est relativement récent. Et Mercure continue de se contracter 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien.
Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre.
Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Oh, regarde, une pluie de météorites. Non, c'est une blague, mais ce serait chouette, non? Si tu es fan de pleine lune, il y en a une qui arrive très bientôt. Le 28 mars pour être exact. La lune entière s'illuminera sous nos yeux, car elle sera située en face de la Terre et éclairée par le soleil. Cela devrait nous garantir une nuit inoubliable. Quand on la regarde bien, on peut dire qu'elle ressemble à une énorme boule de neige suspendue dans le ciel. Certaines tribus indigènes de l'hémisphère nord de notre planète ont dû penser la même chose. C'est pourquoi ils l'appelaient la lune de neige lorsqu'elle était grande et pleine. Si tu as un télescope, ne manque pas les 9 et 10 mars, car 3 planètes seront alors alignées pour ton plaisir esthétique. De haut en bas, tu verras Jupiter, puis Saturne et enfin Mercure. Selon la précision de ton télescope, il y a de fortes chances que tu puisses voir des détails de ces 3 planètes. Ajuste un peu ton télescope et les voilà! C'est presque comme si elles n'étaient pas à des milliards de kilomètres les unes des autres. Mais ce n'est pas tout, elles seront aussi visibles à l'œil nu. Cela signifie que tu n'auras même pas besoin de télescope. Tu les verras probablement sous la forme de 3 points blancs et brillants dans le ciel. Tu devras regarder au sud-est environ une demi-heure avant le lever du soleil et tu les verras. Tu as envie d'une douche relaxante? Pourquoi pas plutôt une pluie de météorites? Cette fois, tu peux garder ton télescope rangé et tu n'as pas à t'inquiéter si tu manques une ou deux de ces pluies, car il y en aura plusieurs cette année et elles seront d'ailleurs assez bien réparties dans le temps. Prends ton calendrier et mets un rappel sur ces mois. Tu peux choisir entre avril, août, octobre, novembre et décembre. Certains mois ont même 2 pluies au lieu d'une seule, comme octobre et novembre. Choisis le mois et le jour qui te conviennent. Et si c'est déjà l'hiver, n'oublie pas de prendre une bonne couverture. Tout ce que tu as à faire ensuite, c'est de regarder le ciel toute la nuit, en attendant que la pluie arrive. Si tu n'as pas envie d'attendre, mets un réveil pour te réveiller au milieu de la nuit. Attention, Mercure vient droit sur toi! Ne t'inquiète pas, elle est toujours là-haut, mais juste un peu plus près que d'habitude. Le 17 mai, elle sera à sa plus grande élongation orientale, ce qui signifie qu'elle sera plus facile à observer. Juste après le coucher du soleil, dirige ton regard vers le ciel à l'ouest et essaie de trouver la planète. Cela se reproduira le 4 juillet, mais cette fois-ci, il faudra regarder à l'est. Tu auras peut-être besoin d'une boussole. Commence ta journée tôt le matin, juste avant le lever du soleil, avec une vue magnifique sur Mercure et une tasse de café chaud si tu en as envie. Si tu ne la vois toujours pas ce jour-là, et c'est encore le 14 septembre ou le 25 octobre. Que se passe-t-il lorsque la Lune perd sa couleur blanche naturelle? Cela se produira quelques jours après la première représentation de Mercure, le 26 mai. Cela s'appelle une éclipse lunaire totale.
la Lune va s'assombrir progressivement, comme si quelqu'un la recouvrait de peinture rouge foncée, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement cette sorte de couleur rouille que tu peux voir ici. Tout le monde ne pourra pas la voir, sauf si tu es en croisière dans l'océan Pacifique ou en voyage en Extrême-Orient. Si tu te trouves à côté de la tour de Tokyo, tu auras de la chance. Elle sera visible dans tout le Japon. Et si tu te trouves dans la partie ouest de l'Amérique du Nord, tu pourras aussi voir le changement de forme de la Lune. Enfin, pas tout à fait un changement de forme, elle ne va pas se transformer en loup-garou ou quoi que ce soit. Ce sera plutôt un changement de couleur. Maintenant, imagine un énorme trou noir. L'événement astronomique suivant ressemble un peu à ça. Le 10 juin, pendant l'éclipse solaire annulaire, la Lune sera à son point le plus éloigné de la Terre. Ce faisant, elle finira par masquer la plus grande partie du Soleil, ne laissant qu'une petite partie de sa courbure à notre vue. Si tu regardes le ciel à ce moment-là, depuis le Canada ou la Sibérie orientale, tu ne verras qu'un énorme anneau de lumière. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas dire que c'est la Lune qui se trouve là-bas, car elle sera de la même couleur que l'espace, c'est-à-dire une absence totale de couleur, ou juste un noir très profond. Et cet anneau que tu verras, c'est la lumière du Soleil. Puisqu'on parle d'anneaux, parlons de celui de Saturne. Cette planète a tout, des anneaux bien sûr, mais aussi et surtout 80 de lunes. C'est comme si chaque année, de nouvelles lunes sortaient de nulle part. Le 2 août, la planète aux anneaux sera à son point le plus proche de la Terre. Et le Soleil nous aidera à la voir en l'illuminant. Non seulement elle sera plus brillante que pendant le reste de l'année, mais elle sera aussi visible toute la nuit. Ce sera le moment de ressortir ton télescope. Un télescope de taille moyenne devrait faire l'affaire, si tu veux voir ces anneaux et certaines de ces lunes. En tout cas, celle qui brille le plus. Une autre planète qui se rapproche est Jupiter. Cette fois-ci, ce sera le 19 août. Le même phénomène se produira. Le Soleil se reflètera sur la face de la grande planète, à la différence que cette fois, si tu as ne serait-ce qu'une bonne paire de jumelles, tu pourras voir les 4 plus grandes lunes de la géante gazeuse. Bien qu'elles ressembleront à de simples petits points, tu sauras maintenant ce qu'ils sont vraiment. Tu te souviens de ces pluies de météorites dont nous avons parlé tout à l'heure ? Eh bien, celle-ci est la plus conséquente qui soit. On l'appelle la pluie de météorites des Perséides. Et on dirait presque que le ciel est une machine à sous. Sauf que ce ne sont pas des jetons qui tombent, mais des météorites. Pendant cette pluie particulière, tu pourras même observer jusqu'à 60 météorites par heure, et elles seront très brillantes. Les meilleurs jours pour se mettre à l'aise, s'allonger sur l'herbe et regarder le ciel nocturne seront les 12 et 13 août. Habituellement, quand ces 2 journées arrivent, le ciel est sombre et clair. C'est parfait pour une pluie de météorites. Imagine une lune légèrement rouge. C'est ce qu'on appelle l'éclipse lunaire partielle et elle aura lieu le 19 novembre. Cette même lune rouge va devenir de plus en plus sombre en se déplaçant dans l'ombre de la Terre, mais elle ne sera pas visible pour tout le monde. Voici la Terre. Marque les endroits dont tu pourras observer cette éclipse lunaire partielle. D'abord l'Asie orientale, puis le Japon. L'océan Pacifique est aussi inclus dans cette liste, mais à moins que tu n'aies un voilier, tu n'y seras probablement pas. Ensuite, ce sera autour de l'Amérique du Nord, du Mexique, de l'Amérique centrale et enfin, de l'ouest de l'Afrique. Prends tes lunettes d'éclipse et prépare-toi pour la dernière éclipse solaire de l'année. Ce sera la plus belle car la lune va bloquer le soleil pendant presque 2 minutes. Tu pourras voir la couronne du soleil, presque fantomatique, aussi appelée atmosphère extérieure. Malheureusement, ou heureusement, tu devras te trouver en Antarctique ou dans l'Atlantique Sud. Fais attention là-bas, il paraît qu'il fait un peu froid. Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ses magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes.
Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayons de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En une semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent. Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les 2 planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2 tiers de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté. Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine.
mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant, mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau, et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde. Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien. Lève les yeux, cherche un petit point jaune. Et voilà Titan. C'est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune de tout notre système solaire. Et c'est peut-être le seul endroit dans notre système solaire où il y a de l'eau liquide, à part la Terre. De plus, elle possède une atmosphère qui sert de bouclier contre le rayonnement solaire et les rayons cosmiques, tout comme la Terre. Si la vie était une maison, Titan aurait déjà beaucoup des briques qui nous sont nécessaires pour la construire. Installe-toi, tu vas là-bas. Il faut beaucoup de temps pour arriver sur Titan, mais tu sais, la magie de YouTube. Le voici, un peu plus grand que notre Lune et beaucoup plus lourd. Elle est même encore plus grande que Mercure. Cela signifie que sa gravité n'est pas trop forte, tu te sentirais 7 fois plus léger ici que sur Terre. Dans ton gymnase local, tu peux soulever 70 kg. Eh bien, sur Titan, tu pourrais soulever 450 kg. Ah, ça a l'air cool! Sa surface est principalement constituée de glace. Elle comporte de petites montagnes, des cratères et quelques cryovolcans. En gros, c'est la même chose qu'un volcan ordinaire, mais au lieu de lave, cette bête crache de l'eau, de la glace, de l'ammoniac et du méthane. Il y a des lacs et des nuages. Cela ressemblerait un peu à un canyon sur Terre. Mais ici, il n'y a qu'une infime différence. Tout est couvert d'un épais brouillard et parfois il grêle du méthane gelé. Sur Terre, nous utilisons le méthane comme combustible, car il brûle. Mais sur Titan, il n'y a pas d'oxygène. On ne peut pas faire de feu sur ce gros morceau de caillou. L'absence d'oxygène signifie que tu dois mettre un masque à oxygène. Mais tu n'as pas besoin de porter une combinaison spatiale complète comme sur notre Lune. Titan a une atmosphère plus forte. Mais tu as pris un sweat à capuche, pas vrai ? Car il va bientôt faire très froid, genre moins 300 degrés. Le plus froid qu'il ait jamais fait sur Terre était de moins 128 degrés, et c'était exactement au pôle Sud. Il fait si froid parce que l'on est très loin du Soleil, presque 1,4 milliard de kilomètres. Quoi qu'il en soit, ce brouillard dense et cette atmosphère empêchent les rayons du Soleil de réchauffer la surface. Cela semble un peu extrême, mais la vie l'est aussi. Elle peut survivre presque partout. Prends la bactérie Deino. C'est un vieux mot latin. Elle peut survivre aux radiations et à des températures extrêmement basses. Elle a même survécu une année entière dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Titan serait un jeu d'enfant comparé à cela, surtout si on creusait un peu vers le bas. De nombreux scientifiques pensent qu'il y a tout un océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne donne au noyau de Titan un petit peu de chaleur, et en plus, il y a aussi de l'ammoniac dans cet océan. Pour Titan, c'est comme une sorte d'antigel. Tant que l'eau reste liquide, la vie a de fortes chances de réussir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ?
Les scientifiques ont trouvé de vraies preuves que Titan pourrait déjà abriter la vie. Tiens, regarde ce microscope. Voici C3H2. Elle a été découverte par cet étrange groupe d'antennes qui sont installées dans le désert au Chili. Ici, ils utilisent 66 antennes, toutes pointées vers un même endroit dans le ciel. Cette molécule de C3H2 peut servir d'élément constitutif de l'ADN, le code de la vie. Certaines personnes pensent que ces molécules étaient présentes sur notre planète il y a des milliards d'années, juste au moment où la vie a commencé. Les scientifiques l'ont également vérifié de leurs propres yeux, car il y a une sonde qui a atterri sur Titan. Il s'est avéré que ces antennes du désert avaient parfaitement raison. Titan a été propulsé en tête de liste des endroits où nous pourrions vivre un jour. Oh, désolé Mars. La NASA a un nouveau projet, la mission Dragonfly. Ils vont envoyer un drone là-bas et explorer Titan plus en profondeur. La mission est toujours prévue dans 6 ans et la fusée atteindra la Lune de Saturne 9 ans plus tard. Nous allons donc devoir attendre un certain temps avant de faire nos bagages pour aller nous installer sur Titan. Une fois que Dragonfly aura atterri à la surface de Titan, il va se balader partout comme une sorte de double hélicoptère. Il aura 8 hélices d'1 mètre de large. Comme la gravité est faible, c'est plus que suffisant pour donner au drone une bonne vitesse de croisière. Il pourra voler à environ 3 km vers le haut et décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère normal. Le principal problème de toute cette affaire est celui des batteries du drone. Les scientifiques ont inventé un générateur qui convertit l'énergie des radiations thermiques en énergie électrique. Si tu comprends pas tout, moi non plus. Une seule charge des batteries devrait suffire pour avoir plusieurs heures de vol continu. Le Dragonfly va transporter une importante quantité de matériel de recherche. Il n'est donc pas exactement comme les drones que font voler les gens dans les parcs le dimanche. Il va peser autant que 3 autruches. Il aura 2 foreuses, un tas de capteurs, un spectrotruc pour savoir quels produits chimiques se trouvent dans les environs. Et il aura aussi sa propre station météo, avec une tonne d'instruments pour mesurer la température et les nuages et tout ça. Et comme tous les appareils de nos jours, il sera muni d'une caméra. Prépare-toi à voir des photos incroyables du paysage de Titan. La nuit sur Titan dure environ 8 jours terrestres. C'est à ce moment-là où le drone va se déployer sur toute la surface pour se recharger et analyser des échantillons. C'est long, mais c'est en fait une bonne chose. La distance de Titan à la Terre pose un petit problème. Le retard dans les communications. Lorsqu'ils envoient un signal au Dragonfly, depuis le centre de contrôle de la mission, il doit traverser la moitié du système solaire, ce qui prend plus d'1 heure. En comparaison, le retard du signal vers Mars peut être de 10 minutes, tandis que le retard du signal vers la Lune n'est que d'1 seconde environ. Les scientifiques s'attendent à ce que Dragonfly fournisse plus d'informations sur la possibilité de vivre sur Titan ou non. Certains experts espèrent y trouver ce que l'on nomme une soupe primordiale. C'est toute une sorte de potion avec tout un mélange de choses nécessaires à la vie. Nous avions cette même bonne soupe sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, et tous les organismes vivants qui ont existé ont évolué à partir de cette bouillie d'éléments organiques. Si le projet Dragonfly est un succès et que Titan s'avère être habitable, il aura une autre mission, trouver un endroit agréable où pouvoir nous installer. Mais créer une colonie autonome sur une autre planète serait certainement la chose la plus difficile que les humains aient jamais faite. Premier obstacle, la production d'énergie, probablement une sorte de centrale nucléaire. Puis viendrait un abri pour les humains et leurs machines. Ces nouveaux bâtiments sur Titan devront nous protéger du froid extrême et des intempéries. Ensuite, l'eau potable et l'oxygène. Il faudrait inventer un moyen de collecter ou d'organiser les deux. Ensuite, des serres pour la culture des aliments. Il faudrait aussi extraire du carburant pour le transport. Heureusement, Titan est rempli de méthane, ce qui est excellent comme carburant. Un énorme problème, la gravité. Comme elle est tellement faible sur Titan, quiconque y vivrait pourrait perdre beaucoup de masse musculaire, ce qui rendrait le travail difficile et même tout simplement la vie quotidienne. Il y a ces satanés cryovolcans qui lancent des trucs au hasard. Ou alors, il nous faut une idée plus radicale et plus audacieuse. Pourquoi ne pas changer l'atmosphère de Titan pour que nous puissions respirer sans avoir à porter une centaine de chapeaux et de gants? Pour faire cela, il faudrait terraformer la surface de Titan. Pendant longtemps, l'atmosphère de Titan a besoin d'être plus riche en oxygène pour que nous puissions respirer, et ce serait bien s'il faisait un peu plus chaud. La prochaine étape serait de créer une biosphère, c'est-à-dire introduire des plantes.
Nous pourrions transformer Titan en une jungle luxuriante avec des plantes rapportées de la Terre. Mais à cause de la pression et de la gravité, elles auraient un aspect complètement différent des plantes que nous connaissons. Elles pourraient toutes devenir super grandes, ou peut-être qu'elles se réduiraient toutes à une taille minuscule. En fait, nous ne savons pas vraiment. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la vie est possible sur Titan. Les scientifiques se sont dit récemment qu'il pourrait y avoir aussi de la vie sur Vénus. Elle a en quelque sorte la même taille que la Terre, et les scientifiques l'appellent la sœur jumelle de la Terre. Ils ont découvert un gaz sur Vénus, la phosphine. On suppose qu'il a été fabriqué par des organismes vivants. Il s'avère que non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. Il y a un peu de phosphine qui se balade, mais beaucoup moins que ce que nous pensions au début. Bon, ne jugez pas trop vite les amis, la science sur les autres planètes est super dure. On fait toujours des erreurs comme ça. Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre. C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre. Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ces anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la Lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait. De petits morceaux de cette ancienne Lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux. Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière. Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars. Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire.
L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années. Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 zéros années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïdes n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius, mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète. Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile hôte. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant. Et comme son étoile hôte est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire. Une autre planète riche en pierres précieuses est At-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile hôte qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, At-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon. C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP 12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Un seul de ses côtés fait face à son étoile hôte. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile hôte réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile. Ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ces 2 étoiles hautes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levers de soleil sur cette planète doivent être époustouflants.
En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. Une énorme météorite entre dans notre atmosphère, provoquant une explosion aux proportions catastrophiques. Toutes les formes de vie sur Terre cessent d'exister. Une gigantesque vague de feu entoure la planète à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres et de la poussière du paysage verdoyant. Mais ensuite, de nouveau, il y a une autre option pour le futur de notre planète. Le Soleil pourrait l'avaler. Waouh, c'est qui? Au cours de son évolution, notre étoile va continuer à croître. Je suis le seul à entendre cette voix? Jusqu'à ce qu'elle devienne si grosse qu'elle avale notre planète sans même s'en rendre compte. Mon pote, c'est ma vidéo. Je pense pas, non. Ok, je vais la partager avec toi. Mais ne nous projetons pas si loin dans le futur. Comme tu veux, mon pote. Et que penses-tu du fait que la Terre aura bientôt des anneaux? Comme Saturne? Presque. Les anneaux de Saturne sont faits de poussière et de glace. Oui, j'en ai entendu parler. Il y a des milliers d'années, quelque chose de vraiment mystérieux s'est produit sur l'orbite de Saturne. La gravité de la planète a détruit l'un de ses satellites. Oui, Saturne est une géante gazeuse. Elle est 95 fois plus lourde que la Terre, donc sa gravité est plus forte. Elle a attiré une petite lune de son orbite vers sa surface. Puis, elle a été détruite de l'intérieur par des forces de marée comme celles qui existent entre la Terre et la Lune. De nombreux fragments immenses sont restés sur l'orbite de Saturne. Certains scientifiques disent qu'il y a eu une collision de deux lunes à cet endroit. Elles se sont écrasées l'une contre l'autre comme des boules de billard. Résultat, les deux corps cosmiques se sont transformés en un tas de débris et de blocs de glace. Peu importe comment ils sont arrivés là, ces débris ont commencé à tourner autour de Saturne. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, se transformant en roches plus petites. Cela ressemblait à une sorte de mixeur cosmique. Les roches se sont progressivement transformées en poussière et d'énormes blocs de glace se sont transformés en petits cristaux. En moyenne, ces objets sont proportionnellement équivalents à la taille d'un ongle humain par rapport à celle d'un bus scolaire. Et bientôt, des anneaux similaires vont apparaître autour de la Terre. Mais comment? Je veux dire, nous avons la Lune, et il est difficile d'imaginer qu'elle puisse exploser un jour. De plus, nous n'avons pas d'autre Lune pour recréer la même collision dans notre orbite. Des débris spatiaux. Nous en avons beaucoup. Nous avons commencé à lancer des vaisseaux spatiaux dans l'orbite terrestre vers 1957, et ça suit presque toujours le même scénario. Oui, une fusée est constituée de plusieurs parties, un propulseur ou même plusieurs. Le deuxième étage de la fusée et une cargaison qui est contenue dans une capsule à la fin de la fusée. Le propulseur pousse la fusée presque jusqu'à l'orbite, puis la désamorce. Le deuxième étage allume les moteurs et monte encore plus haut pour mettre la cargaison en orbite. Ensuite, le deuxième étage se détache également et la capsule de chargement libère le satellite ou la sonde spatiale dans l'espace. Oui, le premier et le deuxième étage de la fusée et la capsule cargo sont jetables. Cela signifie qu'ils restent dans l'orbite de la Terre. Au fil du temps, notre planète les attire. Ils entrent dans l'atmosphère et se consument à cause de la friction avec l'air. Mais de nombreux objets restent en orbite autour de notre planète pendant des décennies. En 2021, il y a environ 170 millions de débris spatiaux dans notre orbite. Il s'agit de parties de vaisseaux spatiaux comme les boulons utilisés pour déconnecter les étages de fusée. Il y a aussi d'anciens satellites artificiels, des satellites en fonctionnement, des engins spatiaux en état de marche et des débris liés à des collisions qui se sont déjà produites. Ah, j'en ai entendu parler. En 2009, 2 satellites sont entrés en collision l'un avec l'autre. Il y a eu d'autres collisions accidentelles auparavant, mais elles étaient beaucoup plus petites et entre des objets de taille différente. Oui, et ces fragments métalliques tranchants volent en orbite à une vitesse d'environ 10 km par seconde. Ils pourraient donc faire un voyage de New York à Londres en moins de 10 minutes. C'est à peu près la même vitesse que celle à laquelle volent nos fusées, et c'est environ 45 fois plus rapide que les avions commerciaux. Donc ces fragments ont beaucoup d'énergie. Lorsqu'ils entrent en collision les uns avec les autres, ils se brisent et deviennent plus petits. Tout comme les débris de Lune autour de Saturne. Exactement.
Mais un tas de débris métalliques qui orbitent plus vite que la vitesse du son peuvent endommager notre vaisseau spatial, n'est-ce pas? Oui, la Station Spatiale Internationale a déjà allumé ses moteurs pour manœuvrer une fois afin d'éviter une collision avec un nuage de débris spatiaux. Les pièces métalliques tranchantes peuvent endommager la coque de la station, voire la perforer. L'ISS, qui vaut environ 150 milliards de dollars, serait alors détruite. Donc, si nous continuons à jeter des débris en orbite, nous pourrions vraiment doter notre planète d'anneaux. Et ils seront visibles même pendant la journée. Ils reflèteront la lumière du soleil, tout comme la Lune. Et si tu regardes par la fenêtre, tu verras de belles rayures interrompues par l'ombre que projette la Terre. C'est une vue incroyable. Veux-tu en voir une encore plus insolite? Imagine que notre Soleil augmente de 10 fois sa taille. D'abord, ce processus se produit en ce moment même. Notre étoile est une chaudière géante qui brûle de l'hydrogène. Elle se réchauffe continuellement et tous les milliards d'années, le Soleil devient 10% plus brillant et crée plus de chaleur. Il va chauffer davantage la Terre et finalement les océans et les mers de notre planète vont commencer à s'évaporer. D'épais nuages couvriront complètement le ciel, transformant la Terre en une serre géante. Notre maison ressemblera à Vénus. On dirait que l'humanité ne pourra plus vivre sur Terre. Que ferons-nous alors? Nous chargerons tous les humains et les animaux dans des vaisseaux spatiaux et nous irons sur Mars. À ce moment-là, le Soleil aura bien réchauffé la planète. L'eau et le dioxyde de carbone présents dans les profondeurs de la planète commenceront à s'évaporer et à créer une atmosphère. Cela provoquera un effet de serre et réchauffera suffisamment la planète pour que tu puisses porter des shorts toute l'année. Et puis nous regarderons la Terre devenir un rocher sans vie avec des nuages acides comme Vénus depuis la surface de Mars. Oui, mais dans environ 7 milliards d'années, le Soleil commencera à se dilater encore plus et deviendra une géante rouge. Dans cette phase, il deviendra 256 fois plus grand que maintenant. Il engloutira donc complètement Mercure et Vénus. Et le bord de l'étoile se trouvera juste dans l'orbite de la Terre. Donc notre planète va juste se noyer dans le plasma chaud à la surface du Soleil? Peut-être, mais quand une étoile brûle autant de combustible, elle perd du poids. Et donc le champ gravitationnel du Soleil s'affaiblira aussi. Donc il ne gardera plus les planètes du système solaire aussi près de lui. Peut-être que l'orbite de notre planète deviendra plus grande. Et alors, la Terre deviendra la première planète proche du Soleil. Certains scientifiques pensent qu'à ce moment-là, Titan, la lune de Saturne, pourrait acquérir les conditions nécessaires pour abriter les hommes et la vie. Ensuite, le Soleil commencera à se débarrasser de ses couches supérieures, il perdra sa masse et sa gravité de façon spectaculaire. Cela plongera le système solaire dans le chaos. Certaines planètes vont entrer en collision les unes avec les autres. D'autres pourraient simplement s'envoler dans l'espace lointain et sombre. Ce serait un jeu de billard cosmique. Exactement. Et le stade final de la vie du Soleil sera une naine blanche. Alors notre étoile deviendra de la taille de la Terre. Les planètes qui ont survécu ne recevront plus assez de chaleur de la naine blanche. Et sa lumière s'estompera progressivement sur des milliards et des trillions d'années. Un autre défi qui attend la Terre dans un futur lointain est à une échelle galactique. La collision de la Voie lactée et d'Andromède. Bingo! En ce moment, la galaxie d'Andromède se déplace vers nous à 100 km par seconde. Tu pourrais faire le tour du monde à cette vitesse en seulement 6 minutes. Tu peux déjà voir les étoiles et les gaz de la galaxie d'Andromède dans le ciel nocturne à l'œil nu, à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Et dans 4 milliards d'années, les galaxies commenceront le processus de fusion. Personne ne peut être sûr à 100% de ce qui arrivera à la Terre. Cela pourrait être le chaos total, avec les étoiles et les nébuleuses des deux galaxies qui entreront en collision. Ensuite, des explosions de supernovas se produiront partout, comme des feux d'artifice. Mais cela dit, il est extrêmement improbable que cela se produise. La concentration d'étoiles et d'objets spatiaux dans les galaxies est très faible. Les distances qui les séparent sont gigantesques. C'est comme si tu prenais une poignée de sable et que tu la dispersais sur toute la planète. Le scénario le plus probable est qu'au moment où les deux galaxies entreront en collision, il n'y aura plus d'eau liquide sur la surface chaude de la Terre. Cela signifierait la fin de toute vie terrestre. Les scientifiques pensent que cela peut se produire dans environ 3,75 milliards d'années. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que
l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne, et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats s'étaient rien de clair et net. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans,
Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 220 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide.